Cher Xavier, l'utilisation des premiers F-16, sortie officielle, donc ça a été confirmé par les Ukrainiens. Qui ont abattu, d'après le président Zelensky, des missiles russes qui allaient frapper des sites énergétiques et des villes ukrainiennes. La nuit dernière, 4 morts par exemple. Et aussi, premier missile... test de missiles balistiques ukrainiens réussi d'après le président Zelensky, qui évidemment pour des raisons de confidentialité militaire ne donne pas de détails, mais on sait que l'Ukraine a déjà un grand passé de production, notamment de turboréacteurs dans l'aérospatial, lorsque elle était une république de l'Union soviétique. Alors hier, c'est le ministre de l'Industrie ukrainien qui disait que l'Ukraine devait compter sur elle et qu'à l'avenir, il y aurait de plus en plus de production d'armes ukrainiennes. Mais pas que, chère Laura Pouget, puisque Volodymyr Zelensky fait monter la pression. Alors officiellement, ça discute. Hier, je le rappelle, il a appelé les partenaires de l'Ukraine à utiliser leur aviation pour défendre le territoire ukrainien. Mais on discute également sur d'autres sujets, chère Laura. Et plus officieusement, Christophe. Beaucoup plus. Politico qui nous l'annonce cette semaine, ces deux hommes, le ministre ukrainien de la Défense, Roustem Umerov, et Andriy Yermak, le conseiller du président Zelensky, seront à Washington, avec dans leur valise une liste de cibles à longue portée sur le territoire russe qu'ils prévoient de présenter à l'administration Biden afin de leur démontrer qu'il serait bien utile de lever leurs restrictions sur les attaques MS. Leur argumentaire pourrait s'inspirer de celui rédigé lundi dans un communiqué par Volodymyr Zelensky lui-même, je cite: « Il ne devrait y avoir aucune restriction sur la portée des armes en Ukraine alors que les terroristes ne sont soumis, eux, à aucune restriction. » Pour convaincre, ils pourront aussi s'appuyer sur les événements de ces derniers jours. Des bombardiers russes ont été signalés comme partant de la base de Cheïkovka, ici, dans l'oblast de Kalouga, une base qui serait atteignable par des attaques MS utilisées sur toute leur portée. Sauf que pour l'instant, les Ukrainiens n'ont le droit de viser que les zones frontalières pour se défendre. Alors, c'est bien de négocier. Faut-il encore, chère Laura, être entendu? Est-ce qu'il y a des chances? Officiellement, pas sûr, à en croire John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale. Il a précisé hier, face à la presse, qu'il n'y aurait aucun changement dans la politique américaine de restriction. Les Américains avanceraient plusieurs arguments pour camper sur cette position. D'abord, le risque d'escalade. La levée des restrictions pourrait inciter la Russie à lancer des attaques encore plus agressives sur l'Ukraine. Ensuite, le faible avantage tactique, au motif que la Russie déplacerait peu à peu ses moyens au-delà de la zone de portée des attaques MS. Enfin, le manque de volume. L'Ukraine ne disposerait pas d'assez d'armes à longue portée pour faire vraiment la différence avec elle. En coulisses, cependant, un parlementaire démocrate a confirmé à Politico que l'administration de Joe Biden étudiait bien la demande de Kiev. Jusqu'à présent, rappelez-vous, souvenez-vous, elle a montré qu'elle était capable de revenir sur certaines lignes rouges, mais en y mettant parfois du temps. C'est l'exemple des F-16, dont la livraison a été accordée en mai 2023. C'était au sommet du G7 au Japon par les Américains, alors qu'ils étaient réclamés par Kiev depuis le début de la guerre. Merci beaucoup, Laura Pouget. F-16, on vous le disait, qui ont été utilisés officiellement la première fois hier pour détruire des missiles qui ont tenté de frapper la capitale ukrainienne et pas seulement, puisque près d'une vingtaine de villes du pays ont été touchées. Qu'est-ce que vous en pensez, Vincent Hugeux? Non pas cette position américaine, mais ce que disait Laura de ces discussions parallèles. Parce qu'il y a fournir des armes. Alors, je suis très novice en la matière, mais on peut aussi faire quelques transferts de technologie. Visiblement, l'Ukraine, et cette fois-ci c'est officiel, on vient de l'apprendre, produit des missiles balistiques au tir réussi, utilise des drones qui fonctionnent magnifiquement et qui vont, le dernier nous a été présenté hier, à plus de 700 km. Même s'ils sont très forts en matière d'armement, il semble qu'ils soient aidés, ces Ukrainiens. Deux éléments de réflexion à cet égard. D'abord, l'Institut pour l'étude de la guerre que l'on cite souvent ici, donc cet institut américain qui certes est proche des milieux conservateurs mais dont la fiabilité factuelle a été quand même assez souvent mise en évidence, a identifié 250 cibles sur le territoire russe, militaires ou paramilitaires, qui seraient à portée des attaques MS.
Donc c'est une manière de dire, indépendamment de ce que Politico révélait sur la liste que Kiev fournit ou a fourni à Washington dans la matière, c'est une manière de dire que effectivement il suffirait d'une certaine manière d'un nihil obstat, comme on dit à latin, de non-interdiction de Washington pour densifier la défense ukrainienne. Et puis, donc par rapport à cet enjeu, je crois qu'il faut lire entre les lignes une déclaration très récente de Volodymyr Zelensky, elle date d'hier, où en gros, je vais faire de la traduction simultanée, il dit « je n'ai pas le choix ». Vous ne me laissez pas le choix. Si je veux assurer la sécurité de mes citoyens dans la zone frontalière, il faut que j'aille conquérir du territoire russe pour éloigner le péril. Alors que, et ça c'est implicite dans son propos, mais il le pense tellement fort qu'on l'entend d'ici, alors que si vous me laissiez frapper les arrières logistiques de carburant, de munitions, etc., avec le matériel qui aujourd'hui est bridé par votre interdit, eh bien, je ne serais pas nécessairement contraint obligé de franchir ce pas. Pour moi, cette logique-là est assez imparable, si vous voulez. Alors, on pourrait... Alors, pardon, mais c'est très intéressant ce que vous dites. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller plus loin et que cette incursion à Belgorod, dont on cherche encore les informations, si on reste dans votre lignée, les Ukrainiens continuent leur percée pour dire à leurs alliés, notamment aux Américains, donnez-nous ce qu'il faut. On ne le fera pas. Oui. Je termine en 10 secondes. On a beaucoup dit qu'il s'agissait pour l'Ukraine, bien sûr, non pas d'annexer du territoire russe, mais de prendre des gages. Et je me demande, c'est une hypothèse, je me demande si on ne prend pas des gages, alors certes, vis-à-vis des Russes, mais aussi de cette manière, on prend des gages vis-à-vis des alliés et des parrains occidentaux. Enfin, sur le thème, bon, écoutez, il faut être clair. Hein, vous connaissez la fameuse formule, on ne franchit pas le Rubicon pour y pêcher à la ligne. Alors, c'est oui ou c'est non ? Si c'est oui, alors lâchez les élastiques, quoi. Et je pense que c'est vraiment ça qui se joue. Mais c'est intéressant parce que la concordance des temps est assez intéressante dans cette guerre et dans ce moment qu'on vit. Oui, alors pour ce qui est des négociations sur la possibilité de frapper en profondeur, Kiev s'est visiblement rendu compte que demander un feu vert général ne marcherait pas. Voilà. En revanche, spécifiquement, se mettre à une table et dire bon, ce site-là, il est très dangereux pour nous, est-ce qu'on a le feu vert? Et que les Américains pourraient pragmatiquement donner des autorisations ponctuelles, ça serait assez rationnel. Et donc ça permettrait effectivement aux Ukrainiens de frapper plus en profondeur. Alors, évidemment, l'objection qui était citée tout à l'heure, comme quoi les Russes du coup reculeraient leur base, elle est assez ce qu'ils ont commencé à faire d'ailleurs. Voilà, donc là effectivement c'est un bon argument. En revanche, l'argument comme quoi il ne faut pas être escalatoire. Alors au passage, personne ne dit que l'Iran est escalatoire en fournissant des drones aux Russes. Donc des drones iraniens frappent impunément en Ukraine sans que personne n'y trouve rien à redire. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que les Occidentaux empêcheraient les Ukrainiens d'utiliser des missiles contre des sites militaires un peu plus en profondeur? Donc là, on peut s'attendre peut-être à ce que la Maison-Blanche donne quelques autorisations dans un cadre où, comme l'évoquait Vincent tout à l'heure, il faut bien voir aussi que l'incursion ukrainienne à Koursk a aussi pour but de dire aux alliés, regardez, on franchit des lignes rouges, on attaque des territoires russes qui, en théorie, auraient dû provoquer des menaces de riposte nucléaire, il n'y en a pas eu. Donc vous voyez que ces histoires de lignes rouges, c'est n'importe quoi, c'est une manière de se battre avec une main dans le dos qui est très dangereuse. S'il vous plaît, franchissez vous aussi les lignes rouges que vous vous imposez vous-même. Aline. Oui, parce qu'on note quand même sur ces histoires de ligne rouge qui est un concept en soi du Kremlin pour tout ralentir en matière d'aide à l'Ukraine et d'autorisation de l'Ukraine. Mais qu'on s'est mis, que les Américains ont mis dans cette guerre aussi, il ne faut pas l'oublier. Absolument, mais c'était utilisé à l'envi par le Kremlin. John Kirby, à la rubrique Ça bouge, il a dit qu'il n'avait pas de changement à annoncer hier, à annoncer aujourd'hui, mais qu'il y avait des discussions. Donc c'est déjà un peu plus subtil que le non catégorique qu'il y avait il y a encore... Il pourrait y avoir des annonces après discussion, c'est ce que vous nous dites. Certains disent que vraiment ça bouge, parce que... à la rubrique piège et dilemme, ce que vient de faire Vladimir Poutine ces dernières 48 heures, comme ce qu'il avait tenté de faire aussi dans le blast de Kharkiv à partir de mai, finalement ça s'est retourné contre lui et ça a permis aussi à certaines fameuses lignes rouges fantasmées de sauter et de rappeler que globalement l'opération qui est
cette offensive ukrainienne qui n'est toujours pas terminée a pour but de repousser loin des villes ukrainiennes l'appareil militaire russe. À Koursk, à Belgorod, à Briansk, il y a énormément de cibles militaires. Donc il s'agit de les repousser. Donc ils sont obligés de repousser, mais une fois qu'elles sont repoussées, ils continueront de lancer des missiles sur les villes ukrainiennes. Donc les Ukrainiens demandent très logiquement l'autorisation, en effet peut-être avec une liste détaillée, comme il est dit, pour rassurer certainement à certains endroits où ça bloque encore. Voilà, on ne va pas aller frapper le Kremlin, on veut frapper les aérodromes qui balancent des missiles et qui tuent des gens sur Odessa, grosso modo. Donc c'est une façon de rassurer un peu tout le monde parce qu'il y a encore quelques blocages. Et également les postes de commandement qui donnent les ordres de le faire. Par exemple, les dépôts de carburant, tout ce qui concerne l'appareil militaire qui permet à la Russie d'envoyer des missiles sur les villes ukrainiennes et de tuer des gens. Alors